Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à vous qui nous rejoignez devant le mémorial de Caen pour cette ultime émission que France 3 consacre aux célébrations, à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. C'est vrai qu'hier, Ouistreham, qui s'appelait il y a 70 ans Third Beach, était un peu le centre du monde. 19 chefs d'État et de gouvernement réunis sur la plage dans de grandes tribunes, mais aussi des centaines de vétérans et des civils normands unis dans un esprit de paix, de concorde, de fraternité et aussi de travail de mémoire, réunis pour célébrer tout cela. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette grande cérémonie internationale, c'était un peu le point d'orgue de cette journée du 6 juin 2014. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu de nombreuses cérémonies nationales, binationales tout au long de la journée. Et je vous propose maintenant, en images, de voir un résumé de ces différentes cérémonies. Quand les hymnes polonais et français retentissent dans la nécropole d'Urville, l'émotion des deux présidents est à son comble. Ici reposent 615 militaires. Mais au cours de la bataille de Normandie, 2000 hommes sont morts au combat, en livrant une lutte acharnée. La première DB polonaise s'est particulièrement illustrée dans la fermeture de la poche de Falaise-Chambois en août 1944. La Pologne et la France savent ce qu'est la liberté. Ce sont deux nations qui se sont battues pour elle, qui se sont battues l'une à côté de l'autre, toujours, dans l'histoire. Vous savez que pour la France, la Pologne n'est pas une alliée, la Pologne n'est pas un partenaire dans l'Union européenne, la Pologne est une amie. Vive la Pologne et vive la France. Au total, 700 000 Polonais ont participé au combat de la libération. On a peut-être tendance à les citer moins souvent que les Américains ou les Britanniques. Pourtant, les Néerlandais ont libéré Cabourg, Deauville, Honfleur, Le Havre ou Pont-Audemer aux côtés des Alliés. Au sein de la 6e division aéroportée britannique, de la brigade royale hollandaise ou bien encore des forces navales des Pays-Bas. À Romanche, le roi Willem Alexander et la reine Maxima leur ont rendu hommage. C'est le seul monument français qui commémore l'effort de guerre danois et mentionne les 800 marins engagés lors du débarquement. À quelques mètres d'Utah Beach, Sa Majesté Margaret II et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve y ont déposé une gerbe en compagnie de quelques vétérans. Au total, une centaine d'aviateurs, 1000 soldats de l'armée de terre et des parachutistes ont pris part au conflit aux côtés des Alliés. Voilà pour ces différentes cérémonies nationales et binationales et le point d'orgue de cette cérémonie à Ouistreham hier. Quel 6 juin la Normandie a vécu, quel coup de projecteur sur la région. Je vous retrouve maintenant dans la médiathèque de la Cité pour la Paix, le mémorial de Caen, où nous sommes installés depuis quelques jours, grâce à Stéphane Grimaldi qui est notre invité, le directeur du musée. Merci de nous accueillir pour toute cette série d'émissions sur ces commémorations du 70e. Également avec nous Laurent Beauvais, bonjour. Vous êtes le président de la région Basse-Normandie. On va parler beaucoup avec vous et au cours de cette émission de la transmission, du travail de mémoire, car je sais que c'est un de vos chevaux de bataille. C'est important pour vous. Également avec nous Hubert Béas qui est documentariste et on parlera plus particulièrement avec vous de la libération de la Bretagne et surtout de Rennes. Libération assez politique, très pensée à l'avance par De Gaulle. Enfin, il y a beaucoup d'éléments à donner. Et puis Grégory Pic qui est éditeur, les éditions OREP, éditions régionales, très tournées vers le débarquement, la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Normandie. Deux de vos livres d'ailleurs ont été offerts à la fois au président Hollande et puis à tous les chefs d'État, on en parlera tout à l'heure. Comment, Laurent Beauvais, prenez votre micro, comment vous avez vécu cette journée du 6 juin hier ? Parfaitement. Oui. C'était important, effectivement, que les choses se passent comme on avait prévu qu'elles se passent. Et je pense qu'il y a eu un grand message de mobilisation, pas de ferveur, mais de mobilisation qui a été diffusé à l'occasion. La présence importante de jeunes à Ouistreham notamment, mais pas exclusivement. Le fait qu'on ait parlé des victimes civiles. Bon, il y a eu aussi le fait que le président a parlé du projet UNESCO. Tout ça s'inscrit dans une problématique qu'on a effectivement essayé de porter au niveau régional et qu'il va falloir continuer à porter pour les années qui viennent. Non, je pense que c'était bien et moi je suis personnellement assez satisfait
du déroulé de ces manifestations. Ben c'est bien, vous avez résumé un peu tous les thèmes qu'on va aborder au cours de cette émission. Parfait. Bien joué, Président, merci à vous. Stéphane Grimoldi, la journée a commencé tôt pour vous hier matin, puisque vous avez accueilli François Hollande. On va voir des images de la stèle qu'il a inaugurée, en hommage, effectivement, comme le disait Laurent Beauvais, aux victimes civiles. C'était important, c'était la première fois qu'il y avait une vraie reconnaissance de l'État pour ces Normands qui sont tombés pendant la bataille de Normandie. Oui, c'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la République reconnaît officiellement la mort de 20 000 civils en Normandie et au-delà de 35 millions de civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un moment en effet extrêmement important. Voilà, et on voit cette stèle et le texte, effectivement, près de 20 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie au cours des combats de l'été 44 en Normandie. Mais la Normandie n'a pas été dans l'Ouest la seule région touchée par ces combats de la libération. On va voir des images assez impressionnantes, des bombardements en Haute-Normandie, dans la région centre. C'est vraiment tout l'Ouest qui a été soumis au bombardement il y a 70 ans. Monsieur Philippe Henriot vous parle. Rouen recevait la visite des escadrilles libératrices. Et l'une des plus belles villes de France connaissait le sort de tant de villes d'art, d'Italie et d'Allemagne. Incomparable palais de justice, la prodigieuse cathédrale, le musée, le théâtre, la préfecture, les vieux quartiers si pittoresques et si chargés d'histoire, tout cela est désormais mutilé, effondré, transformé en brasier, tandis que continuent de retentir partout les explosions des bombes à retardement. Comment saluer comme il faudrait le dévouement de ceux qui, dans des conditions aussi dramatiques, s'obstinent à assurer magnifiquement le sauvetage des survivants. Que de dire que ce n'était peut-être pas la peine d'incendier une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays, de faire périr par centaines des innocents, pour ne pas même réussir à empêcher l'arrivée d'un train, alors que le but avoué de cette agression insensée était précisément de couper les voies ferrées. Ô Français qui acceptez d'un cœur léger la destruction de votre pays et les déchirements de la guerre civile, attendez encore un peu. Il vous faudra sans doute demain plus de voiles de deuil que de drapeaux, et plus de fleurs pour les tombes que de bouquets pour les vainqueurs. Les deux fins clochers de la cathédrale de Chartres dominent les ruines. Et vous voyez cet amas de pierres calcinées? C'est tout ce qui reste du vieil hôtel de ville. Doit-on voir dans la cathédrale d'Orléans mutilée la réponse de l'épiscopat anglo-américain à la demande des évêques de France qui s'élevaient contre la violence des bombardements terroristes? Détail symbolique, Jeanne a perdu son épée. De tous les coins de France, nos opérateurs nous ont envoyé ainsi des milliers et des milliers de mètres d'images déchirantes. Stéphane Grimoldi, vous me disiez que dans le cadre de l'opération Fortitude, qui est sans doute une des plus grosses opérations d'intox vis-à-vis des puissances de l'Axe, c'était de faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Il y a des villages qui ont été bombardés dans le Pas-de-Calais pour faire croire que... Oui, il y a des villages qui ont été bombardés le 6 juin matin pour faire croire que, comme vous dites, pour intoxiquer l'armée allemande et jusqu'au bout accréditer l'idée à laquelle Hitler croyait personnellement que les Alliés allaient débarquer dans le Pas-de-Calais. Et donc on a bombardé des villages le 6 juin matin. Et je voudrais préciser une chose, c'est que les images que vous venez de Oui, c'est un film d'époque et de propagande. Voilà, ce sont des images de propagande parce que Vichy a énormément communiqué, entre guillemets, sur les bombardements des villes normandes, évidemment, sur le thème les bombardements terroristes, on l'entend dans votre reportage, et sur le thème les Alliés viennent bombarder la France et tuer les civils. Et sur l'utilité de ces bombardements, le débat n'est toujours pas refermé d'ailleurs. Le débat n'est toujours pas refermé, aussi bien ici en Normandie qu'en Allemagne. Il y a des bombardements en Allemagne qui n'ont aucune raison d'être. Le bombardement de Dresde est un scandale. Les bombardements successifs de Hambourg sont anormaux. Enfin bref. Et puis les grands bombardements, on peut aussi s'interroger, il faut le rappeler, sur Hiroshima, Nagasaki. Enfin bref, il y a la question des bombardements et des violences infligées aux civils pendant la Seconde Guerre mondiale est en effet un sujet très important.
et on a 20 ans devant nous pour l'élucider. Alors hier, évidemment, le président Hollande était dans la région. Il était accompagné de plusieurs ministres. Bernard Cazeneuve, qui revient toujours sur ses terres de Normandie dès qu'il le peut, ça c'est assez normal. Mais il y avait aussi le secrétaire d'État aux anciens combattants, Kader Arif. On va voir des images de sa venue. Et il a annoncé quelque chose avec qui... on parlera de ça avec vous tout à l'heure, Laurent Beauvais. C'est la création d'un grand mémorial, justement, aux victimes civiles qui sera installé à Falaise. Il a signé avec vous et avec Jean-Léonce Dupont, le président du Conseil général du Calvados, une convention pour la création de ce mémorial. On va écouter Kader Arif. Les victimes civiles ne font pas partie, j'allais dire, de cet imaginaire autour de ce qu'a été le débarquement. C'est des choses parfois oubliées, des douleurs oubliées. Et donc moi je suis très content d'avoir signé cette convention pour ce mémorial à Falaise. Non seulement parce qu'il faut rappeler que 400 000 victimes civiles ont été, entre 1939 et 1945, 20 000 victimes civiles en Normandie, plus les blessés, plus les gens blessés dans leur âme, je veux dire, ou dans leur esprit. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait un mémorial pour les civils ? On a décidé de consacrer le 70e aux victimes civiles. Le projet que la ville de Falaise développe vient rencontrer ce message avec une concrétisation à travers un lieu qui, à Falaise, puisque c'est le centre du dénouement de la bataille de Normandie, un lieu qui viendra marquer donc cette idée que les victimes civiles devaient avoir leur place désormais dans la série des commémorations actuelles et futures. Alors on voit là des images virtuelles en quelque sorte de ce futur musée. On a l'impression que tout le monde s'allie, l'État, la région, Basse-Normandie, le Conseil général, l'Europe aussi participera à la création de ce musée, de ce mémorial. Oui, on joue collectif, excusez-moi ce terme, mais depuis le début, on a préparé ce 70e depuis de longues semaines avec l'État, le préfet de région ici, tous ensemble. Et ce projet doit incarner cette mobilisation des collectivités. C'est pourquoi la région, le Conseil général et puis la ville de Falaise et la communauté de communes, je crois, sont là pour apporter leur soutien. Nous essaierons effectivement de mobiliser des crédits européens en plus pour marquer cette grande dimension, je dirais, internationale aussi de ce projet. Ouverture prévue quand, à peu près ? Alors je ne sais pas tout de suite. Les travaux vont démarrer dans un lieu choisi par la ville de Falaise, mais je pense que d'ici un an, les choses auront beaucoup avancé. Je voudrais également qu'on parle d'un projet toujours dans la transmission de cette mémoire qui est important, qui est le projet que vous avez développé des Voix de la Liberté. Oui. Les 70 Voix de la Liberté, on résume brièvement, 70 témoignages de vétérans, de déportés, de civils, recueillis par des jeunes, des lycéens, un petit peu partout dans le monde et puis bien sûr en Normandie, pour être collectés et rassemblés et gardés surtout, c'est ça qui est important également. Oui, ça a été vraiment là aussi la marque d'une volonté collective. La région, les départements, parce qu'il y a eu des lycées, mais aussi des collèges ont pris des initiatives, et l'État, le recteur, a beaucoup travaillé avec nous. Et ces témoignages, ces 70 voix, se sont illustrés par les 3 arbres de la liberté qui sont installés à Utah, à Ouistreham et puis à Montormel, près d'Argentan, et par ce document qui présente ces témoignages. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner des élèves du lycée de 40 ans à Washington. Eh ben, on va y venir d'ailleurs. Voilà, pour illustrer aussi cette démarche qui était une démarche qui nous faisait quitter la région et des lycéens extérieurs à la région ont aussi. Plus de 3000 lycéens en tout ont été actifs dans cette préparation. Et je crois que c'est vraiment une marque originale et très forte du 70e. Alors, partons donc effectivement à Washington, où nous vous avions suivi au mois de janvier. C'était à la fin du mois de janvier. Ouais, il faisait un peu froid. Il faisait un peu froid, il faisait moins 18, oui. C'est même comme ça que le reportage commence. Pour suivre des lycéens et des lycéennes du lycée Sivard de Beaulieu, de 40 ans, qui sont partis à la rencontre de vétérans américains pour recueillir leurs témoignages à Washington. Regardez. Washington, district de Columbia. La capitale fédérale est bien emmitouflée. En ce mois de janvier, il fait moins 18 au thermomètre. Le fleuve Potomac est tout gelé. 16 élèves du lycée Sivard de Beaulieu de 40 ans dans la Manche sont en visite au Capitole, le siège du Sénat et de la Chambre des représentants. Ils découvrent également la Maison Blanche.
Avec 3 de leurs professeurs, la proviseure et des élus, ils sont à Washington pour recueillir des témoignages de vétérans du jour J et de la bataille de Normandie. 70 ans après, ils sont là pour devenir les détenteurs de la mémoire. Les entretiens ont lieu dans une salle de l'hôtel où résident les Français. Quelle était votre vision de la guerre avant de partir ? C'était excitant d'arriver dans un nouveau pays. C'était excitant de prendre part à la guerre, mais je ne sais pas si nous étions déjà assez intelligents à l'époque pour être effrayés. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un héros ? Non, pas du tout. J'ai fait ce qu'on attendait de moi, je pense, et je pense que je l'ai bien fait. Maintenant, j'ai une très belle médaille française accrochée à ma bibliothèque. Les gens l'admirent, et c'est vrai qu'elle est belle, bien plus que des décorations américaines. Non, mais vraiment, je ne me considère pas comme un héros. Les Français découvrent à présent l'un des lieux de mémoire les plus importants aux États-Unis, le cimetière militaire d'Arlington, juste à côté du Pentagone. Arlington rassemble plus de 300 000 sépultures des soldats américains de tous les conflits depuis la guerre de sécession. Devant la tombe des soldats inconnus des 2 guerres mondiales, de la Corée et du Vietnam, cérémonie d'hommage et dépôt d'une gerbe par la délégation française. Dans ce séjour américain, les Français n'en ont pas terminé avec l'émotion. À l'ambassade, hommage très officiel du pays à 11 vétérans. Ils étaient dans l'Air Force, la Navy ou l'armée de terre. Tous ont combattu en Normandie. Au nom du président de la République, je vous remets les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remets les insignes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur pour moi de recevoir cette médaille. Mais en fait, je la reçois aujourd'hui également en esprit avec mes camarades qui ne sont plus là. C'est Estelle Fouché qui exprimera l'hommage des jeunes Manchois aux anciens. En conclusion, je voudrais dire merci. Nous n'oublierons jamais. Voilà, c'est presque la fin du séjour. L'heure du bilan le soir à l'hôtel, avant de quitter Washington. Voir les vétérans, de voir leurs sentiments, comment ils étaient touchés, puis partager ce moment-là, aussi bien avec nos professeurs et les élèves, nos amis, c'était vachement important. J'ai trouvé ça super enrichissant de pouvoir rencontrer les vétérans, de pouvoir leur poser des questions, d'avoir leurs témoignages. Sachant qu'on est né sur les plages du débarquement et qu'on depuis tout petit on vit ça tous les ans, oui, je pense que c'est une chance. Je pense qu'on a un vrai devoir de mémoire envers eux parce que c'est un peu grâce à eux qu'on est libre. Et on notera que Herbert Lévy et Bill Notley, 2 des vétérans que vous avez vus dans ce reportage à Washington, étaient invités par la région et étaient hier à Ouistreham, à cette grande cérémonie internationale. Laurent Beauvais, vous m'aviez dit à Washington, à l'ambassade, il y aura un 100e anniversaire du débarquement. Et c'est eux, ces jeunes-là, qui le feront à ce moment-là. Et oui, ils ont entre 15, 16 et 18 ans. Et c'est eux qui, dans 30 ans, seront à nos places, actifs, responsables, citoyens encore et toujours. Et c'est vrai que ce moment doit être préparé. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, bien entendu, mais il faut y penser. Et c'est eux, ce sont eux qui permettront de mettre tout ce qu'il faudra en place pour consacrer dans 30 ans ce 100e anniversaire, même si aujourd'hui on est dans le 70e. Le jeune, là, Quentin, qui là on l'aperçoit, il a fait un discours à Utah Beach, devant des centaines de personnes, vendredi soir. C'était un des lycéens de 40 ans. Mais il y a des jeunes motivés. Moi, hier à Ouistreham, j'ai rencontré dans la tribune des civils des lycéennes de Narbonne, du lycée Lacroix de Narbonne. Elles sont en première, elles font un voyage scolaire sur le débarquement à Narbonne. C'est quand même pas tout près des plages, mais elles sont motivées. On dit toujours que les jeunes ne sont pas motivés, que ça les embête, ces vieilles histoires. Non, il y en a qui veulent tenir le flambeau et garder la mémoire. Stéphane, oui, c'est à moi que je vous pose, c'est à vous que je pose la question. C'est une observation très juste. Moi, je peux vous donner le cas d'un professeur d'histoire qui vient
tous les ans, depuis 5 ans, au mémorial de Marseille. Tous les ans, il vient avec 3 classes de Marseille passer 4 jours en Normandie. La complexité, le voyage, le truc avec l'académie, les machins, les budgets, convaincre les parents, etc. etc. C'est très dur d'organiser un voyage scolaire. Donc, il faut d'ailleurs toujours remercier les profs d'histoire ou les profs du manière générale. On peut saluer les profs d'histoire du lycée de 40 ans de Sivard-de-Beaulieu qui ont accompagné les lycéens là-bas. C'est remarquable ce qu'ils font. Il faut entraîner des enfants, des lycéens, des collégiens. Bon. Et donc oui, ici, comme dans tous les musées de la région, effectivement, vous avez des enfants qui viennent de France entière, et puis je veux même dire du monde entier. Donc c'est ça en fait ce que fait Laurent Beauvais avec les 70 voix. C'est ça l'idée. C'est d'intéresser ou de réintéresser les petits-enfants des gens qui se sont battus ici. Et on va y arriver, très bien. Et de garder la mémoire quand les vétérans, et là c'est un peu comme ce qui se passe pour le premier conflit mondial, auront tous disparu. On va partir au centre Juno Beach, chez les Canadiens, dans la zone canadienne du débarquement, pour retrouver Jean-Baptiste Pattier, là-bas. Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes avec vos invités au centre Juno Beach. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, nous sommes ici en direct de l'esplanade du centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer, à quelques mètres de la plage et du sable, là où les soldats canadiens ont débarqué le 6 juin 1944. Alors ce centre Juno Beach a été inauguré il y a 11 ans. L'idée est venue dans les années 1990. Des vétérans canadiens se rendent sur ce site et ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur leur histoire, sur leur mémoire, et ainsi naît ce centre Juno Beach pour transmettre cette page de l'histoire. Et pour nous en parler, sa directrice de ce centre Juno Beach, Nathalie Worthington, bonjour. Bonjour. C'est bien cela la mission première de ce centre, transmettre l'histoire de ces soldats canadiens. Tout à fait, raconter l'histoire de ces 15 000 soldats canadiens qui ont débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Juno Beach, mais aussi raconter l'histoire de tout un pays et de tout un effort de guerre. Donc le centre Juno Beach raconte cette histoire du jour J de la bataille de Normandie, mais raconte aussi le rôle du Canada en général pendant la Seconde Guerre mondiale, côté militaire et côté civil. Alors transmettre avec un musée, j'imagine, c'est toujours beaucoup de réflexion sur la muséographie, sur la scénographie. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous avons la chance de toute façon d'avoir une démarche qui a été initiée par les vétérans dès le départ, c'est que le flambeau, que la transmission se fasse à travers des jeunes guides canadiens. Donc nous avons des équipes de jeunes qui se relaient en permanence tous les 6 mois au centre Juno Beach pour venir raconter cette histoire, et ils parlent au nom des vétérans qui depuis 11 ans leur ont passé cette parole à transmettre. Donc à travers les guides et à travers tout le travail qui est réalisé par les guides en direction des jeunes. Et une exposition en ce moment à voir jusqu'au mois de décembre prochain sur la vie durant l'occupation. C'est ça pour les plus jeunes surtout. Voilà, l'exposition s'appelle Mamie, c'était comment pendant la guerre. Et c'est une exposition qui est ciblée pour les enfants de 7 à 12 ans. Alors tout un chacun peut la découvrir, mais elle est vraiment orientée pour les enfants. L'idée, c'est de faire comprendre aux Normands, un petit Normand, un petit Français, quelle aurait été sa vie à lui au quotidien s'il avait eu 10 ans en 1944. Ça aurait été comment à l'école, ça aurait été comment à la maison, ça aurait été comment son existence. Et puis plus largement, l'idée c'était aussi de montrer aux Canadiens ce qu'ils étaient venus libérer. Parce que souvent les Canadiens voient le côté militaire de l'opération, mais sans se rendre compte qu'il y avait des civils ici, qui sont venus libérer ces civils, que ces civils se souviennent d'eux, et ce sont ces civils aujourd'hui qui les accueillent ici à bras ouverts en Normandie lorsqu'ils reviennent. Merci beaucoup Nathalie Worthington. Au-delà des musées, aussi les voyages, les commémorations. Il y a une association, l'association Westlake Brothers Souvenirs, créée dans les années 2000, qui emmène avec cette association les membres, les jeunes, vers d'autres contrées pour commémorer les soldats alliés, notamment en Angleterre comme à Portsmouth. Cette association y est allée au mois d'avril dernier. Cérémonie sur place là-bas en hommage aux soldats alliés du débarquement. Et ensuite à l'arrière du pont, du ferry qui les ramenait vers Ouistreham. Je vous propose de voir ce reportage avec l'association Westlake Brothers Souvenirs. Le jour se lève sur Portsmouth. Ces jeunes Normands débarquent en Angleterre. Il y a 70 ans, ce port britannique était le siège du commandement suprême des forces alliées pour le débarquement de Normandie. En juin 1944, près de 30 000 soldats en sont partis pour libérer la Normandie et l'Europe du joug nazi. On vient leur rendre un petit peu l'appareil à notre échelle, même si c'est pas grand-chose. Au final, c'est le moins qu'on puisse faire et c'est ce qu'on doit
à ces hommes, ça, et puis un grand merci. C'est très impressionnant parce que j'avais jamais vu, et puis c'est un peu le contraire de quand les Anglais sont arrivés sur les ports de Normandie, enfin sur les plages de Normandie, et c'est un peu à notre tour en fait de venir maintenant pour débarquer et transmettre ce qu'on connaît. C'est un devoir qu'on a nous en tant que jeunes d'expliquer aux personnes que voilà, grâce à eux, on est libre. Tous ont entre 7 et 25 ans. Ils sont membres de l'association Westlake Brothers Souvenirs, créée en 2006 pour honorer la mémoire des soldats canadiens. À Portsmouth, ils vont rendre hommage à tous les combattants du 6 juin. Pour se rendre à la commémoration, pas de taxi ou de bus anglais, mais 30 minutes de marche à pied. Cette cérémonie en terre anglaise, une tradition pour l'association depuis 6 ans. Morning. Oh sister, let's go down, come on down. Oh sister, let's go down to the river to pray. Soldats du Royaume-Uni, soldats canadiens et alliés, soldats de la France libre, hommes de Portsmouth, nous n'oublierons pas l'injustice définitive faite à vos vies sacrifiées. Puisse le devoir de mémoire permettre aux hommes de ne plus jamais revivre pareille horreur. Ils étaient jeunes comme nous. Avec amour, ils ont servi leur patrie. Nous nous engageons envers eux à défier le temps qui passe et à tenir bien haut le flambeau du souvenir. Nous nous souviendrons d'eux. Happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. C'était une très belle cérémonie. Cela fait vraiment plaisir de voir autant de jeunes s'impliquer dans ces commémorations. On aimerait voir ça plus souvent. Nous, ici, on n'a pas autant de jeunes qui s'engagent pour la mémoire des soldats. À peine 10 heures plus tard, retour vers la France pour un hommage en pleine mer. Une cérémonie sur le ferry, une première. Au total, 6 939 navires se rassemblent à l'endroit où notre ferry se trouve maintenant. Nous sommes à Piccadilly, Circus. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Nous sommes à la veille d'un jour à nul autre pareil. Piccadilly Circus, lieu de rassemblement de la flotte alliée avant le jour J, situé à 30 km au sud-est de l'île de Wight, au beau milieu de la Manche. Ce nom de code a été donné en référence à un carrefour très fréquenté du centre de Londres. Les navires et les 150 000 hommes à leur bord emprunteront le 6 juin 5 chenaux ensuite en fonction des plages où ils doivent débarquer. 'Twas grace that taught my heart to fear. Il fait assez froid là. Mais on a senti que ça avait dû être très difficile, les moments qu'ils ont vécu à ce même endroit justement où on est passé. Et ouais, c'est surtout ce sentiment-là de difficulté qu'ils ont pu ressentir. Même en étant ici ce soir, on ne se rendra jamais compte, mais ce qui importe, c'est de se souvenir, d'être là pour eux. Et je pense que c'est ça qui a compté. C'était émouvant. C'était très fort pour moi. Je suis en vacances en ce moment. Je ne pouvais pas imaginer assister à une commémoration sur ce bateau. Je suis sortie de ma cabine pour y participer, même s'il faisait très froid. Je suis canadienne et voir tous ces jeunes Français ici se rappeler de nos soldats, s'il y avait d'autres Canadiens sur ce ferry, je suis certaine qu'ils auraient été heureux, malgré le froid. Le soir du 6 juin 1944, 10 300 soldats alliés sont blessés ou tués. La plupart des combattants n'avaient pas 20 ans. Comme tous ces jeunes gens venus les honorer, un samedi soir à minuit sur le pont d'un bateau. Comme Benjamin, Valentin, Romane, Guillaume et les autres, tous devenus les gardiens de leur histoire, de leur mémoire. Retour ici en direct du centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer et Christophe Collet, bonjour. Vous êtes le président de l'association Westlake Brothers Souvenirs. Tout à fait. À l'origine de ce que nous venons de voir, ces manifestations, ces commémorations. Alors pourquoi, Christophe Collet, vous avez décidé de créer cette association et surtout d'y associer des jeunes pour transmettre l'histoire de ces soldats canadiens?
Bien, tout simplement parce que si l'on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et la jeunesse qui se construit, qui construit sa vie, a besoin de repères. Et l'histoire et la mémoire de ces hommes qui avaient quasiment leur âge au moment où ils ont débarqué, la mémoire de ces hommes est un exemple extraordinaire que ces jeunes peuvent suivre ou dont ils peuvent s'inspirer pour construire leur vie. Expliquons aux téléspectateurs qui nous regardent, Westlake Brothers. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ce nom? Bien, tout simplement parce que les frères Westlake étaient 3 frères de Toronto qui se sont engagés volontairement dans l'armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Et ces fameux frères Westlake, pour moi, pour nous tous, sont morts, malheureusement, en juin 1944. Le premier, le 7 juin, George Westlake à Auty et les 2 autres au Ménilpatrie. On les a retrouvés dans les bras l'un de l'autre, une balle dans la tête, exécutés par la 12e Panzer SS. Alors nous venons de voir dans le reportage du côté de Portsmouth et sur ce pont du bateau à minuit 15, cette cérémonie sur un ferry après 20 heures, 24 heures même sans dormir quasiment. Toujours comme ça des marathons de cérémonie, des marathons de commémoration et beaucoup d'énergie chez les jeunes. On l'a vu sur le pont de ce bateau, mais aussi cette semaine, Christophe Collet, puisque vous étiez à différents endroits. Expliquez-nous. Eh bien, nous avons une semaine assez chargée avec 12 cérémonies et un événement très particulier, par exemple, la lecture des 47 000 noms des 47 000 soldats canadiens qui sont morts durant le second conflit mondial. Et nous avons entamé cette lecture devant la maison des Canadiens, la première maison certainement libérée sur une plage de débarquement. Et nous avons mis 31h30 à lire ces 47 000 noms comme autant de prières lancées à la mer. C'était assez fatigant, effectivement, mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils ont dû endurer. Alors oui, donc aussi, il faut rappeler à la manifestation qui a vraiment marqué les esprits, c'est la cérémonie aux bougies au cimetière de Bény-sur-Mer. C'était il y a quelques semaines. Ah oui, tout à fait. Une cérémonie aux bougies au cours de laquelle nous avons invité les spectateurs à allumer une bougie devant chacune des devant les 2049 tombes du cimetière de Bény. Une cérémonie extraordinaire avec des cornemuses et des chants. C'était merveilleux. Bien, merci beaucoup Christophe Collet, président de l'association Westlake Brothers Souvenirs. J'invite Romane, une jeune fille membre de l'association. C'est une des voix de l'association lorsqu'il y a des commémorations. Elle va vous interpréter un extrait d'une chanson d'un compositeur québécois. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. Merci beaucoup Romane, quel beau message d'espoir ici. Je vous donne la parole, je vous la rends, Laurent Marville, en direct du mémorial, d'un musée à l'autre pour la transmission. Et voilà, la transmission d'un musée à l'autre. Merci à Jean-Baptiste, merci à cette jeune demoiselle qui nous a ravis avec sa chanson. Stéphane Grimaldi, il y a un jeune dans le reportage qui dit on ne pourra jamais se rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Ces vétérans, d'ailleurs beaucoup de vétérans n'arrivent pas, ou n'arrivaient pas, ça sort un peu maintenant, mais n'arrivaient pas à expliquer ce qu'ils avaient pu vivre, tellement c'est souvent terrible. Mais c'est important de se souvenir, c'est important de ne pas oublier et de tenir le flambeau. On a un peu l'impression que tout est résumé dans cette phrase. Oui, il dit quelque chose de c'est l'impossibilité d'expliquer une expérience de guerre, quelle qu'elle soit, une expérience de combat, de bombardement. Et en vérité, les mots, même de ceux qui les ont vécus, sont très pauvres. Ce qui est beaucoup plus fort, c'est des reportages que vous diffusez où on voit des gens. Hier, vous avez diffusé des reportages de femmes qui ont vécu les bombardements quand elles étaient enfants. Et la douleur est sur leur visage, c'est infiniment plus fort que tout ce qu'on peut dire, nous, dans nos musées. Et la question de la transmission, elle est évidente. Tout à l'heure... quelqu'un a dit, le président de l'association a dit transmettre pour comprendre notre époque. C'est évident. L'histoire donne les clés de compréhension du moment, du siècle. On ne peut rien comprendre à notre siècle si on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 70 ans. C'est impensable. Voilà. Donc on a besoin de ça. Ne pas oublier l'histoire, c'est important. Ne pas oublier les histoires qui se sont déroulées avant. Il faut sans cesse la faire, l'histoire. Il ne faut surtout pas croire que l'histoire est figée. Elle est en mouvement perpétuel, l'histoire. On parlait tout à l'heure, au début de votre émission, des civils, des bombardements. Là, il y a un très bon bouquin qui sort sur les civils. Voilà encore une page d'histoire
qui va s'écrire, dont on va parler dans les 20 ans qui viennent. Et c'est très important. Laurent Beauvais, vous parliez tout à l'heure des arbres de la liberté, qui sont un petit peu le pendant physique, on va dire, la représentation des voies de la liberté qu'on évoquait tout à l'heure. 3 arbres sur 3 lieux très symboliques de la bataille de Normandie et du débarquement, Ouistreham, Utah Beach et Montormel. C'est quoi la destination de ces arbres? Enfin, leur but, c'est de garder la mémoire, qu'on la voit? Voilà, ils sont dans le paysage désormais, réalisés par des lycéens professionnels et des apprentis, 3 arbres, avec des témoignages sur les feuilles, arbres en structure métallique évidemment, qui témoignent des échanges que ces jeunes ont eus avec les vétérans. Donc ils sont là maintenant, sur ces sites, et demain, après-demain, ils accompagneront tout ce qui se passera pour les futures commémorations. Leur action à ces jeunes, ce dialogue avec les vétérans, et puis l'art derrière de celui qui a conçu ces arbres, dont j'oublie le nom immédiatement et je m'en excuse pour lui, les enseignants de ces lycées qui se sont mobilisés, des centres d'apprentis. Il y a un beau message là, évidemment, de la façon de faire et de transmettre. Alors, autre gros dossier qui vous concerne également, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, c'est le classement des plages du débarquement très gros, énorme, à l'UNESCO. On va en parler dans un instant. On va d'abord voir les tenants et les aboutissements de ce dossier du classement des plages du débarquement de Normandie à l'UNESCO. Évoquée dès 2006, l'idée s'est construite au moment du 65e anniversaire du débarquement en 2009. Et le dossier a été officiellement discuté en février 2012 devant l'Assemblée régionale. Mais on sait que le chemin est long et que la liste dite indicative des États eux-mêmes est dense. 37 biens sont inscrits sur la sélection française. Et on a appris en avril dernier que les plages du débarquement faisaient bien partie de cet inventaire. Laurent Beauvais, le président de la région, avait été auditionné en janvier dernier, arguant notamment du symbole universel de la célébration du 70e anniversaire du débarquement. Le comité des biens français du patrimoine mondial n'a pas hésité à donner un avis positif. Concernées dans ce dossier de candidature, les 5 plages du jour J, mais aussi la Pointe du Hoc, la batterie de Longues-sur-Mer, le port artificiel d'Aromanche et des vestiges subaquatiques. Porté par tout un territoire où le mémorial de Caen joue un rôle déterminant, le dossier a déjà reçu le soutien de plusieurs milliers de signatures, notamment sur le site dédié à la candidature. Le Congrès américain a apporté sa caution à la Normandie. Reste le choix évidemment cornélien. La France ne peut présenter que 2 dossiers par an au comité du patrimoine mondial. Et il faut savoir que lorsqu'un bien est soumis à l'UNESCO, sa décision intervient 1 an et demi plus tard. Président Beauvais, c'est Hervé Mazelin qui a créé et conçu les arbres de la liberté. J'ai pas une meilleure mémoire que vous, mais c'est écrit sur les papiers qui sont devant moi, j'ai eu qu'à lire. Merci. Il en est où ce dossier de l'UNESCO? Il avance doucement, mais il avance. Il a bien avancé depuis ce début d'année. Nous sommes sur la liste indicative et comme le reportage le dit, c'est une étape importante pour progresser ensuite. Le président de la République, hier, a apporté encore plus magistralement le soutien de la France et devant des chefs d'État de pays étrangers qui sont autour de la table de l'UNESCO. Donc il était très important que 2 ans après, puisque ici même au mémorial en juin 2012, il nous avait dit c'est intéressant, allez-y travailler, il était bien que hier ils viennent confirmer cela. Mais il reste encore des tâches à réaliser pour qu'il puisse être mis autour de la table de l'UNESCO. Eh ben c'est bien, vous faites tous les enchaînements avant moi. Bravo, on va écouter le président de la République, François Hollande, sur ce thème. C'était hier. Sur ces plages de Normandie, plages paisibles, flotte encore l'âme des combattants qui ont donné leur vie pour délivrer l'Europe. Sur ces plages tranquilles, souffle, quel que soit le temps qui passe, quel que soit le climat des saisons, un seul vent, le vent de la liberté. Il souffle encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je souhaite, au nom de la France, que les plages du débarquement soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car ici, nous sommes sur un patrimoine mondial de l'humanité. Cette inscription rappellera le caractère sacré de ces lieux pour les préserver à tout jamais
et surtout pour accueillir toutes les générations qui viendront visiter les sites lorsqu'elles voudront comprendre, voudront voir où le sort de l'humanité s'est joué et s'est décidé un 6 juin 1944. Laurent Beauvais, un projet applaudi par Barack Obama, c'est pas mal comme soutien quand même. Je m'en étais pas perçu, j'étais sur place, mais j'avais pas vu Barack Obama applaudir. C'est important évidemment. On a aussi le soutien, je le dis, du maire d'Hiroshima, qui a été obtenu il y a déjà quelques mois. Donc il y a une dimension environnementale dans ce projet. Préservation des sites, plan de gestion, c'est-à-dire organisation de la préservation de ces sites. Et puis il y a une dimension extrêmement originale, ce sont ces vestiges subaquatiques qu'on ne voit pas, contrairement à d'autres sites classés au patrimoine de l'UNESCO, mais qui sont là. Une émission... oui, dans Thalassa, il y a quelques jours, a bien rendu compte ça, grâce au boulot de Dassault Systèmes, qui a numériquement... pu permettre de voir toutes ces épaves sous-marines du débarquement. Jean-Baptiste à Courseulles, qu'est-ce qu'elle en pense, Nathalie Worthington, la directrice du centre Juno Beach, du classement de ces plages du débarquement à l'UNESCO? Eh bien, je me tourne immédiatement vers elle. Madame Worthington, directrice du centre Juno Beach, qu'en pensez-vous, vous, de ce classement des plages au patrimoine de l'UNESCO? Et j'imagine, bien sûr, vous soutenez cette candidature. C'est une merveilleuse initiative, c'est une formidable opportunité pour les plages du débarquement, pour la Normandie. En tant que Normande, je suis très enthousiaste. En tant que directrice de centre Juno Beach canadien, je le suis tout autant, si ce n'est plus, sachant que le tourisme de mémoire est important, que nous sommes des établissements qui doivent recevoir du public pour pouvoir vivre. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des morts et sur le dos de la mémoire, sur ce que j'ai pu entendre ces jours-ci. On est là au contraire pour avoir les moyens de pouvoir continuer à faire vivre cette mémoire-là. Et je pense que le classement au patrimoine de l'UNESCO serait tout à fait favorable pour attirer davantage et encore de visiteurs et pouvoir continuer à raconter cette histoire au plus grand nombre et à toutes les nationalités. Merci beaucoup, Madame Worthington, directrice du centre Juno Beach. Le centre Juno Beach qui accueille chaque année 65 000 visiteurs. Alors autant vous dire que si ces sites étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, certainement le nombre de visiteurs ici grandirait encore et davantage. Et j'imagine également au mémorial de Caen. Merci Jean-Baptiste et merci à Nathalie Worthington. Grégory Pic, bonjour. Vous êtes éditeur des éditions OREP, très spécialisé dans le débarquement, la bataille de Normandie, la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce choix ? Écoutez, l'aventure édition a démarré un petit peu par hasard, si je puis dire. Puisque la société a 25 ans d'antériorité. Et puis on s'occupait de la communication pour le musée du débarquement d'Arromanches, qui à un moment nous a dit il nous manque une petite plaquette de présentation sur Port Winston. Voulez-vous vous lancer dans l'aventure? Donc on a dit oui tout de suite. Et puis il se trouve que ça nous a énormément plu de faire de l'édition, de faire des ouvrages. Et puis au fur et à mesure des années, le chiffre d'affaires a complètement basculé, puisque à l'origine on faisait, au tout début quand on a lancé cette petite plaquette sur Arromanches, on devait faire 97% de notre chiffre d'affaires sur la communication. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, puisqu'on fait 97% de notre chiffre d'affaires autour de l'édition. Vous confirmez un chiffre qui paraît aberrant, enfin très important en tout cas, sinon aberrant. Il y a à peu près 200 livres qui sortent là, en France, rien qu'en France, sur le débarquement, la bataille de Normandie, et je ne vous parle même pas des pays anglo-saxons. C'est fort probable. Il est peut-être même sous-estimé. C'est pas impossible que ce soit plus que ça encore. Nous, on sort une vingtaine de nouveautés, vous voyez, nous, cette année, donc multiplié par le nombre d'éditeurs et puis parfois des hors-séries aussi dans la presse. Donc on doit être, à mon avis, au moins à 250 ouvrages, 250 nouveautés cette année. Alors, on va voir un reportage sur un de vos auteurs. C'est un photographe qui a sorti un bouquin remarquable sur les vétérans qui s'appelle Gentlemen Soldiers. Vous nous expliquerez rapidement après l'histoire de ce livre et ce qu'il vient de devenir. Regardez. Ah, tiens, essayons de prendre une photo de ces filles-là qui se prennent en photo. En général, les vétérans ne font pas autant de manières avant de se faire tirer le portrait. Pourquoi vous êtes ici, les filles, là? En voyage. En voyage? Gregory Waite est un photographe australien que la vie a conduit ici, en Normandie. On pense à tous ceux qui sont morts, quoi. Il y a 10 ans, il a commencé à photographier les plages, les cailloux, le béton, imprégné d'histoire. Et il s'est intéressé aux vétérans, à ces hommes aujourd'hui adulés, érigés en héros. D'abord, il faut passer un peu de temps avec.
C'est pas le gars qui va vous tout de suite dire « Oh, bon, moi je fais ci, ça, ça. » Non, 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 c'est... Il garde beaucoup pour eux. Il débelle pas. Avec l'aide de Nigel Stewart, un guide qui travaille sur les plages, il a réalisé ce livre. Grégory voulait rendre hommage à ces vieux messieurs qui ont écrit la grande et la petite histoire. Celle-ci, là. J'adore celle-ci, là. Les Américains et les Anglais, ils se trouvent à Port-en-Bessin. Dites, vous êtes britannique? Oui. Êtes-vous américain? Non, nous ne sommes pas américains, nous sommes texans. Avez-vous besoin d'aide? Grégory a capté les expressions parfois insondables de ces personnages qui tous portent en eux une cicatrice. Il a immortalisé les visages de ces hommes parvenus au soir de leur vie. C'est le but. Ces visages, ces sourires, ces regards, parfois... ils ont vu les choses terribles, hein. Vraiment. Ils gardent plein de secrets. Ils nous disent pas tout. Ce qui me touche le plus, c'est justement cette côté, comment on dit, humble, discret. Sont les vrais gentlemen. Vraiment, vraiment. Ce sont eux, les vrais gentlemen. Alors, quelle vie pour votre livre hier? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez, une formidable aventure, puisque l'ouvrage a été offert à l'ensemble des chefs d'État présents. Donc, on est ravis de la suite donnée à ce livre. Bien On va joué. faire le tour du monde. Bien joué pour les éditions OREP. Hubert Béas, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous œuvrez pour la transmission, puisque vous êtes documentariste, donc vous créez des documentaires, plutôt sur la Bretagne d'ailleurs. Et je voudrais qu'on avance un petit peu dans le débarquement et la bataille de Normandie. Et puis après, il y a l'armée patonne qui s'engouffre en Bretagne, qui arrive à la libération de Rennes. Et il y a beaucoup de Bretons qui nous regardent en ce moment. Et on se rend compte que cette libération de Rennes, elle est très politique, elle a été pensée bien avant, et il se passe plein de choses, rien n'est laissé au hasard en fait. Oui, c'est une libération qui est finement pensée, je dirais. Donc officiellement, hein, le 4 août, les Américains rentrent dans Rennes, mais ce qui est quelque chose de relativement important, notamment pour la population, mais les choses sérieuses se passent aussi le 3 août. Parce que le 3 août, il y a un commando d'une trentaine de personnes qui va prendre sur Rennes tous les symboles du pouvoir. Donc va investir la mairie, discrètement, va investir la préfecture, la Banque de France, l'argent, c'est important, et bien évidemment va mettre la main sur les médias, que sont à l'époque la radio, et le journal Ouest Éclair, qui va devenir 3 jours plus tard le journal Ouest France. Ces gens-là le font, alors l'idée de génie, c'est de prendre les symboles du pouvoir au moment où les Allemands sont encore là. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'effectivement, on profite de la présence de l'occupant allemand pour prendre ces symboles de pouvoir. Et pourquoi on le fait? Tout simplement parce qu'on se méfie de la menace communiste. Et pourquoi est-ce que pour le général de Gaulle, cette prise de Rennes, elle est si importante, elle est si à détailler avant, à ne rien laisser au hasard? Pourquoi? Alors, elle est importante parce que Rennes, c'est la première capitale métropole régionale à être libérée, en fait. Et donc, elle est importante pour de Gaulle parce que, quelque part, elle est sur la route de Paris. Si les choses se passent mal à Rennes, c'est-à-dire que, grosso modo, si les résistants FTP, parce qu'il y a une course, en fait, entre la résistance gaulliste et la résistance FTP, si les FTP arrivent les premiers à Rennes, Paris, ça risque d'être moins rigolo pour le général. Donc, ils le savent et ils font tout pour effectivement que l'opération de Rennes se déroule parfaitement. Et ils réussissent d'une manière excellente. Oui, on l'a vu d'ailleurs après, dans la suite de l'histoire de France, Tout à fait. les quelques mois qui ont suivi la libération du pays. Merci beaucoup Hubert de nous avoir rejoints dans cette émission. Le débarquement, c'est à peu près fini, mais la bataille de Normandie, ça continue sur France 3, puisque vous le savez, tout au long de l'été, nous allons vous proposer une série qui s'appelle 100 jours en été, la bataille de Normandie, qui revient jour après jour sur toutes les opérations qui se sont déroulées jusqu'à la fin du mois d'août, en gros, puisque le 25 août, c'est la libération de Paris. Regardez un extrait de ces 100 jours en été. Nous ne vivions pas à Lisieux, mais dans la campagne, à quelques kilomètres de la ville. Mes 2 sœurs, mon petit frère et moi, nous adorions notre maison et son jardin, notre terrain de jeu. Nous nous y sentions à l'abri. Que percevions-nous de la guerre? Les mots chuchotés entre nos parents, leurs regards échangés à la dérobée,
nous laissait confusément deviner qu'une autre scène ailleurs se jouait, mystérieuse, vaguement menaçante. Mais nous étions des enfants, et le jeu très vite reprenait ses droits. Ce matin-là, il s'arrêta. De loin, on aurait dit une nuée d'oiseaux, mais non, c'était une neige grise. Comment pouvait-elle tomber de ce ciel il y a quelques minutes encore si radieux? Elle n'avait pas la gaieté de celle de nos bonhommes de neige. Elle semblait comme surgie de l'ombre. Qu'est-ce que c'était? Une pluie de cendres. Regarde, c'est la Sainte Vierge, a dit ma sœur. Lisieux brûlait sous le feu des bombes. Les bombes pleuvent sur la basse Normandie. Le mur de l'Atlantique a été percé. L'urgence est à présent d'empêcher la progression vers le front des renforts ennemis. Des milliers de bombardiers et d'avions de chasse de l'US Air Force et de la Royal Air Force sillonnent le ciel normand. La Luftwaffe, affaiblie, est pour ainsi dire absente et abandonne aux Alliés la maîtrise absolue du ciel. Les raids ont commencé dès le 6 juin au soir, avec l'entrée en action des bombardiers lourds de la 8e US Air Force, qui déversent 1568 tonnes de bombes sur la basse Normandie. Ceux de la nuit du 6 au 7 juin sont plus dévastateurs encore. 1 millier de quadrimoteurs Halifax et Lancaster de la Royal Air Force bombardent Lisieux, Vire, Saint-Lô, Argentan, Coutances, Caen, causant à nouveau 1 millier de morts parmi les civils, dont la plus grande partie à Caen et Lisieux. À Lisieux, sur les 16 000 habitants, 12 000 se retrouvent sans abri. Vire est détruite à 80%. Partout, l'heure est au deuil et à la stupeur. Voilà, c'est aussi ça, la force du service public dans la transmission, cette série d'une centaine d'épisodes de 100 jours en été qui va vous emmener jusqu'à la fin de l'été à la bataille de Normandie, au jour le jour. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs. Continuez à l'assurer, cette transmission, avec ce projet à l'UNESCO, Président Beauvais, Grégory Pic avec vos publications, Hubert avec vos documentaires, bien sûr, et puis vous, Stéphane Grimaldi, faites bien vivre le mémorial, mais je sais que c'est un projet, un établissement qui vous tiennent beaucoup à cœur, donc on va continuer à suivre tout ça. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine pour cet ensemble de journaux et d'émissions spéciales sur les 70 ans du débarquement et de la bataille de Normandie. On est très content de vous avoir accompagnés, les réalisateurs, les techniciens, les journalistes, tous ceux qui ont travaillé pour que ce grand rendez-vous du monde entier en Normandie se passe bien. Merci à vous de nous avoir suivis et on se reverra peut-être dans 10 ans pour le 80e. Bonne fin de journée à vous sur France 3. Et tout de suite, Littoral, avec un autre documentaire sur cette période de la bataille de Normandie.